Bonjour et bienvenue dans la famille en question. En France, on devient grand-parent pour la première fois entre 50 et 55 ans. Elle a volé en éclats l'image d'un grand-père ou d'une grand-mère vêtue de sombre, un peu distant. Souvent en bonne santé, les grands-parents d'aujourd'hui sont actifs et disponibles. Comment trouver leur place? Quel rôle peuvent-ils jouer auprès de leurs petits-enfants dans les joies comme dans les difficultés de la vie? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Pour en parler, nous recevons tout d'abord Michel Sarrazin. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes grand-père de bientôt 9 petits-enfants, que des garçons. Que des garçons, je vais faire que des garçons. À vos côtés, nous recevons Étienne Chopy, bonjour. Bonsoir madame. Vous êtes médecin psychanalyste et également grand-père, vous avez 15 petits-enfants. Vous avez publié avec Hélène Lotekovo le petit manuel à l'usage des grands-parents qui prennent leur rôle à cœur chez Albin Michel. Et puis enfin, nous retrouvons Jean Vimino. Bonjour, Jean, bonjour. Alors vous êtes diacre, marié et père de famille, vous connaissez bien les questions familiales. Vous nous apporterez votre regard sur ce thème à la fin de cette émission. On va le voir, devenir grand-parent, ça s'apprend. Un exemple avec Isabelle qui découvre au fil du temps la joie d'être grand-mère. Une joie partagée par ses petites filles. C'est un reportage de Laure Vintroux. Aujourd'hui, Isabelle, ou Babou pour les petits-enfants, accueille ponctuellement, comme 8 grands-parents sur 10, ses 2 petites filles, Apolline, 4 ans et demi, et Romane, 3 ans. C'est le 12 mars 2003 qu'Isabelle est officiellement devenue grand-mère avec la naissance d'Apolline. Un rôle très important pour elle, mais aussi pour l'épanouissement personnel de l'enfant. Dans la mesure du possible, c'est bien d'avoir une grand-mère présente, ou un grand-père d'ailleurs. Parce que c'est les racines, c'est l'histoire de la famille. Et même s'ils sont loin, je pense qu'ils ont besoin de savoir que derrière eux, il y a... qui font partie d'une histoire qui a commencé avant eux, et cette histoire va continuer après eux. Qui sont un maillon dans la chaîne de la création, c'est un grand mot, mais de l'histoire du monde. Si Babou s'est sentie grand-mère dès la naissance, elle n'est pas pour autant devenue grand-mère du jour au lendemain. Pour elle, devenir grand-mère, c'est un réel cheminement. Quand je l'ai vue pour la première fois, juste quand elle venait de naître, Apolline, j'étais très intimidée. Je suis toujours très intimidée par les petits bébés. Parce que je trouve que c'est très fragile. On ne sait pas ce qu'ils veulent. C'est très impressionnant, les bébés, pour moi. Donc, j'ai toujours un petit peu de mal au départ. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas si difficile. Et puis, on a partagé des moments toutes les deux, quand je l'ai gardée toute seule. Et puis après, quand sa sœur est arrivée, c'était aussi une autre étape. Vous l'aimez bien, votre grand-mère, votre Babou? Oui. Pourquoi? Parce qu'on aime bien jouer avec elle. Oui. Pourquoi elle est gentille? Elle nous prépare des bons dîners, des bons repas. Des bons repas. Elle est trop gentille. Apolline et Romane, vous venez déjeuner? Et si Babou est si gentille, c'est peut-être parce qu'elle est une de ces grand-mères actives qui est encore en forme physiquement et du coup qui peut développer une relation privilégiée avec l'enfant. Quand elles étaient petites, je passais du temps le matin dans mon lit avec elles. Et c'était des grands moments du plaisir d'être ensemble, voilà, gratuitement. Et puis maintenant qu'elles sont un peu plus grandes, on apprend à faire des choses ensemble. On apprend à faire la cuisine. On apprend des jeux, on fait des jeux un petit peu plus difficiles. Voilà, donc c'est une oreille attentive et quelqu'un de disponible. Depuis maintenant quelques années, Babou a mis en place la promenade dans le village. Un temps d'échange, de complicité entre la grand-mère et ses petites filles qui fait que ces relations intergénérationnelles sont différentes de celles de Babou avec ses propres grands-parents. C'est une autre façon d'être grand-mère que ce qu'a été ma grand-mère avec moi. Mais c'est à ce moment-là... on découvre autre chose. Je m'en occupe plus que ce que ma grand-mère s'est occupée de moi. Je partage plus de moments avec eux. Bien que j'ai fait beaucoup de choses avec ma grand-mère, mais pas de la même façon. C'est très important, c'est des partages de découvertes, apprendre un peu la vie, avoir un peu moins peur et connaître quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir à Paris, tous les jours. Voilà, t'as vu ces grandes dents? Est-ce que tu as vu ces grandes dents? Elles sont toutes jaunes parce qu'ils ne se lavent pas les dents. Grand-mère depuis maintenant 4 ans et demi, Babou continue toujours et encore d'apprendre son nouveau rôle de grand-mère gâteuse.
Mais même si aujourd'hui Babou est comblée, elle ne dit pas non à un troisième petit enfant, au minimum. Michel, alors vous vous retrouvez dans ce témoignage de Babou? Bon, alors c'est un peu difficile parce que c'est quand même une grand-mère avec 2 petites filles, ce qui n'est pas mon cas. Vous êtes un grand-père et vous n'avez que des petits-fils. Pour l'instant, 8 petits garçons. Mais ce qui m'a intéressé, il y a deux réflexions. Une réflexion qui m'a intéressé, j'essaye de créer un lien plus important que celui que j'ai eu avec mes grands-parents. Et c'est exact. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez, l'impression que vous n'êtes pas le même grand-père que vos grands-parents? Alors, moi, c'est très simple. Je n'ai pas eu de contact du tout avec mes grands-parents. Mes grands-pères, que je n'ai jamais connus. Donc, vous voyez, c'était assez facile. J'ai connu qu'une grand-mère qui avait beaucoup de petits-enfants, et j'étais un des petits-enfants parmi mes petits-enfants. Bon, cela dit, j'avais beaucoup d'affection pour ma grand-mère. Et je crois que le mot affection, c'est un mot qui va revenir assez souvent ce soir, ce bonheur qu'on partage avec ses petits-enfants, dans lesquels on est généralement les grands gagnants. Pourquoi vous pensez que c'est différent, ceci? Vous dites que vous aviez beaucoup d'affection pour votre grand-mère, mais qu'est-ce qui est différent pour vous, de la génération actuelle? Je pense que, si vous voulez, au départ, je crois pouvoir l'affirmer, j'avais beaucoup de proximité, d'échanges, beaucoup plus d'échanges avec mes enfants que je n'en ai eu que mes parents. J'en ai eu avec mes parents. Déjà. Simplement de et cet échange, on le retrouve sur les petits-enfants, avec qui on a toujours envie de communiquer, c'est sûr. Étienne Chopy, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces nouveaux grands-parents, par rapport à la génération précédente? Alors, c'était une question qu'on nous a souvent posée à Hélène et à moi, et nous sommes bien en peine de répondre. Alors, certainement, il y a le costume, ils étaient habillés en noir. Parfois. Souvent. Il y a l'âge, et il avait beau ne pas être plus vieux que nous ne le sommes, que beaucoup de grands-parents ne le sont, il était dans leur tête beaucoup plus vieux. À 60 ans, on était un vieux monsieur. À 60 ans maintenant, on fait du ski et de la rando. Il n'y a donc rien à voir. Il y a donc une espèce d'attitude devant la vie qui a considérablement varié et qui fait probablement une énorme différence entre les grands-parents actuels et nos propres grands-parents. Une nouvelle génération. Michel, la grand-mère qu'on vient de voir se fait appeler Babou. Et vous, c'est quoi votre nom de grand-père? Mon nom de grand-père, moi, on m'appelle le Papé. Papé. Oui, Papé. Depuis que je suis allé voir ce film Maman des sources avec mes enfants, ils ont commencé à m'appeler le Papé. Et puis c'est resté avec les petits-enfants. On a réfléchi un jour, comment vas-tu te faire appeler? On a commencé par m'appeler par mon prénom, puis ça n'a pas plu. Puis finalement, on a trouvé le Papé. Au début, ça fait bizarre, puis on s'y fait. Alors c'est Papé et Mounette, voilà, Papé et Mounette. C'est pas bon papa, bonne maman? Non, de temps en temps, j'ai quelques regrets, que j'aime bien grand-père. Un nom que j'aime bien, une appellation que j'aime bien, parce que ça, il y a à la fois un mélange d'affection et de respect aussi. Bon, le Papé, c'est un peu le Papé, c'est un peu méridional. Un peu le copain, quoi. Mais oui, c'est un peu méridional, mais moi j'ai quand même vécu 15 ans à Toulon et ceci explique cela. Et vous respectez vos petits-enfants? Oui, mais il faut toujours marquer son territoire. Ça, Vous faites ça comment? Eh bien, de temps en temps, il faut bien hausser le ton, de temps en temps. Avec l'accord des parents, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'éducation. C'est là notre avantage, c'est qu'on n'est vraiment pas là pour faire de l'éducation. On est là pour prendre le maximum de ses enfants, si je puis dire, de ses petits-enfants. Mais il faut savoir avoir quelques chasses gardées. Bon, mes enfants, je leur donne tout ce que je peux. J'avais des magnifiques maquettes qui m'ont tous, bien sûr, ce sont des garçons, hein, ils m'ont tous démolis. Mais ça m'est égal. Mais bon, il y a quelques petites affaires qui viennent prendre sur mon bureau, j'aime pas trop, quoi. Bon, je leur explique gentiment. Bon, vous ne grondez pas? Non, ça se passe généralement. Quand ils viennent me voir, c'est pas pour se faire gronder, je vous assure. Étienne Chopy, et comment ces grands-parents doivent se situer par rapport à leurs petits-enfants? Mon voisin vient de dire quelque chose de capital. Nous ne sommes pas là pour faire l'éducation des petits-enfants, c'est aux parents de s'en charger. Et nous avons constamment un devoir de respect extrêmement important par rapport au modèle éducatif qui est choisi par chacun des couples. Parce qu'en fait, vous parliez de la proximité que vous aviez avec vos parents et de celle que vous avez eue avec vos enfants. Mais ce dont vous n'avez pas parlé, et pour cause, c'est j'allais dire les pièces rapportées, mais non, c'est
c'est les choses rajoutées, les bénéfices rajoutés dans la famille, que sont nos beaux enfants, garçons ou filles. Et cela, il faut bien admettre que ils sont déboulés un jour de notre vie sans crier gare. Ma dernière belle-fille, je me souviens, mon fils est rentré du Maroc, on l'avait aperçu une fois ou deux là-bas, mais guère. Et puis un jour, ils sont venus à la fin de son service militaire, elle de son engagement. Ils ont déboulé chez nous et ils ont habité là 6 mois. Bon. Il faut, alors, ces grands-parents, ils éduquent pas, mais est-ce qu'ils peuvent intervenir, donner des conseils éventuellement auprès des parents? Moins on en donne, mais on se porte. Si le petit enfant fait une bêtise, on dit quoi? Quand quoi? Si vous avez un petit-fils, une petite-fille qui fait une bêtise, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Deux choses. Les parents sont là, les parents ne sont pas là. Et par-dessus le marché, il peut y avoir des accords passés entre tel ou tel des enfants et tel ou tel des grands-parents. Je sais que j'ai une fille, il n'était jamais question qu'on puisse dire quoi que ce soit à ses enfants, c'était mal pris par elle. Ça vous fait sourire, donc, Michel? Forcément. Oui, un petit peu. Mais je trouve ça tellement vrai. Oui. Et j'ai par contre une autre fille qui avait défini l'autorité en disant quand les enfants sont chez toi, c'est vous qui avez le pouvoir, et quand ils sont chez nous, c'est l'inverse. Il faut parler. C'est souvent une bonne façon de faire d'ailleurs que le territoire soit. Mais il faut encore que ça soit dit d'avance et que les gens soient d'accord là-dessus. Parce que sans ça, si enfant, et on dit aussi, tous les grands-parents sont d'accord pour le dire, que garder des petits-enfants sans les parents, sans la présence des parents, c'est une tâche relativement facile. Les parents étant là, c'est singulièrement plus difficile, parce qu'à ce moment-là, il y a très facilement des conflits d'autorité. Vous êtes d'accord avec ça, Michel? C'est plus compliqué quand les enfants sont là? On va dire que c'est un peu plus compliqué, dans le sens que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là pour faire de l'éducation, et surtout pas, et encore moins de contre-éducation. Et faire attention à ça. Enfin, il faut donc respecter tous les principes que les parents, nous on fait un boulot à mi-temps, hein, les parents les ont tout le reste de la semaine, ou le reste du mois peut-être, et donc on est là, de temps en temps on intervient, et quand on intervient, il faut que ce soit quand même en accord avec les parents. Il faut toujours être en accord avec les parents, de façon à pas mettre les enfants en porte-à-faux, parce qu'après ça, à un moment, ils comprendront plus ce qui leur arrive. Il peut y avoir des rivalités, Étienne Chopy. Finalement, les grands-parents, ils ont un peu le beau rôle, ils les éduquent pas, ils s'occupent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ils sont disponibles. Les parents, c'est un peu les censeurs. Oui, rivalité, d'accord, mais c'est beaucoup plus compliqué que des rivalités à ce niveau-là, parce qu'il s'agit en fait de rivalité entre une belle-fille et sa belle-mère, avec éventuellement la jalousie sur l'influence que la grand-mère a, non pas sur le petit-fils, mais sur son fils. Et que la belle-fille va mal prendre. Ça, c'est un peu la question des belles familles, des beaux-parents. C'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Mais... C'est pas tout à fait, mais on ne peut pas dissocier les deux, parce que à ce moment-là, on parle faux. Alors, Michel, comment est-ce que vous êtes devenu grand-père? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que vous avez évolué? On voyait Babou qui disait c'est vraiment un cheminement. Alors, je crois, parce que, franchement, la première fois que j'ai été grand-père, après j'avais des petits-enfants, bon, ben, c'est vrai que j'étais grand-père, mais ça ne me faisait pas grand-chose, c'est vrai. Et il faut, moi, les petits-enfants, il faut attendre un certain laps de temps, on va dire 1 an, pour que je commence à vraiment bien attacher. Bon, avant, c'est attachant, mais je veux dire, avant de commencer à pouvoir avoir quelques échanges avec eux. Étienne Chopy, on devient grand-parent progressivement. Il y a une différence. Ce que vous venez de dire me frappe particulièrement, parce que les hommes n'ont souvent, surtout ceux de ma génération, parce que ça change, là aussi, c'est pas les jeunes grands-pères, c'est les jeunes pères qui ont changé. Les pères actuellement changent leurs enfants. Grand Dieu Seigneur, ça ne m'est jamais arrivé de changer un de mes enfants. C'était pas du tout la coutume, c'était de l'ordre de l'impensable. Mais est-ce que ça se fait progressivement? Michel dit bien, au début, c'était pas si simple. Donc, c'est la différence les grands-pères vont avoir une certaine difficulté à toucher aux petits-enfants. La Babou de tout à l'heure, elle disait aussi que c'était pas si évident. Mais ça m'a surpris, parce qu'habituellement, les femmes qui ont elles-mêmes
eu leurs enfants ne sont pas en difficulté au moment de tripoter ceux des autres et de les câliner et de leur donner des soins d'hygiène. Donc, là, je ne sais pas pourquoi elle a réagi comme ça, pour des raisons personnelles, mais je ne pense pas que ça soit la règle. Par contre, les hommes sont beaucoup plus intimidés par les bébés. Michel, vous avez, vous, que des petits garçons? Oui. Alors, quels sont les liens que vous avez avec eux? Ah bah, si vous voulez, ça se passe comment? Vous les voyez beaucoup? Bon, les liens, c'est amusant. Bon, je crois que je les vois pas très très souvent. Parce qu'ils sont assez éloignés. Il y en a qui sont au Maroc, d'autres qui sont dans le sud de la France, d'autres qui sont à Versailles, mais tout le monde travaille. Donc, si vous voulez, bon, les emplois du temps sont tels que je les vois pas très 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 souvent, mais chaque fois que je les vois, c'est avec beaucoup beaucoup de bonheur. Alors, je reconnais que lorsque je les vois, et quand ils viennent me voir, c'est bon, pour me dire bonjour, mais puis pour jouer, quoi. Je veux dire, bah, c'est vrai, ils sont des garçons, on n'est pas là pour. C'est vrai et puis ils sont petits, hein. Alors peut-être que je pense que ça peut évoluer avec l'âge. Ils sont petits. Ils ont entre 6 ans, l'aîné va avoir 7 ans, bientôt l'âge de raison, c'est quand même important. Et puis le dernier arrive à 1 an. D'accord. Bon, alors bon, celui d'1 an, c'est difficile déjà de beaucoup échanger, mais avec l'aîné, on commence déjà il apprend à lire, donc on commence à regarder avec lui comment on écrit, tout ça. Bon, c'est intéressant, ce sont des échanges plus, je dirais, un peu plus forts. Mais les autres, c'est du jeu. Alors, on joue beaucoup au tennis. J'ai un très grand souvenir avec un où nous sommes allés pêcher un jour. Il voulait pêcher. Alors, je lui avais acheté une canne à pêche. Et puis, nous sommes allés pêcher. Et je lui ai passé mon temps à lui expliquer, tu sais, l'important, c'est de pêcher. C'est pas d'attraper les poissons, c'est d'être là. Et finalement, figurez-vous, c'est pas possible. Un jour, il a attrapé un poisson. Alors là, mais ça reste, ça fait autant plaisir aux petits enfants qu'aux grands-pères. Ça fait des souvenirs. Étienne Chaupi, comment ce rôle de grands-parents évolue avec l'âge de l'enfant, justement? De façon considérable. Vous avez encore du temps, vous avez encore 6 ou 7 ans pour l'aîné avant d'être confronté à l'adolescence. Et effectivement, il y a là des modifications considérables. Mais il y a très souvent, dans ce que nous avons observé et dans tout ce que nous avons appris en interrogeant des gens, il y a très souvent un éloignement des petits-enfants de leurs grands-parents. Il est très difficile de demander à un ado de 14 ans d'aller voir ses grands-parents le dimanche. Et alors le déjeuner familial, alors là, n'en parlons pas, c'est l'horreur. Ils supportent de plus en plus mal. Est-ce qu'ils peuvent trouver un autre terrain d'entente? C'est compliqué avec leurs parents, les ados. Qu'est-ce qui peut se nouer avec les grands-parents qui sont un cran au-dessus? Alors, les grands-parents, bon, il faut distinguer les lois et les règles. Sans ça, on dit des bêtises. Au niveau des lois, c'est les grands-parents c'est les parents qui font l'éducation des enfants, mais chaque maison a ses règles. Il est normal que chez maman, on se serve soi-même de lait et qu'au contraire, la grand-mère tienne à s'occuper elle-même de la casserole de peur que l'enfant ne se brûle, ou l'inverse. Ça, c'est des règles internes de la maison. Et l'adolescent dans tout ça? Alors l'adolescent va se trouver très souvent en rivalité, et le point d'impact de la rivalité, c'est les parents. Et donc pas tellement les grands-parents. Si les relations de départ, les relations de petit enfant que vous êtes en train de former avec beaucoup de sagesse et de soin, si ces relations de tendresse entre les grands-parents et les petits-enfants existent avant l'adolescence, ça se poursuit. À ce moment-là, les grands-parents peuvent être le recours au moment de l'opposition entre les parents et les enfants. Et il y a là un rôle extrêmement important qu'il ne faut pas chercher, mais qui peut apparaître et qui apparaît souvent. Michel, quel conseil vous donneriez au futur grand-père? Au futur grand-père écoutez, au futur grand-père, j'ai pas une grande expérience, je vais quand même essayer de donner des conseils. Je dirais qu'il faut d'abord rester naturel, très naturel. Il ne faut pas essayer de voir jouer le patriarche, le chef de famille, les principes, tout le monde assis autour de soi. Non, il faut rester comme on était, je crois, avec ses enfants, comme on était en famille. Et une famille un peu plus étendue et rester le plus naturel possible. Et puis essayer de développer
des liens privilégiés avec ses petits-enfants qui ne demandent que ça. Une fois de plus, je ne pense qu'ils ne demandent que ça. Quand vous demandez aux enfants qu'est-ce qu'ils attendent de leur grand-père, et ils disent le grand-père, il joue et puis il nous donne de l'amour. J'ai entendu ça, bon, c'est quand même sympathique. Et je crois et c'est vrai ce que vous dites quand on a mis ça en place, et je crois qu'il faut mettre ça en place. Après, on peut aborder ce passage beaucoup plus difficile qui est celui de l'âge de l'adolescence. Merci. Jean Villeminot, alors, ces grands-parents d'aujourd'hui, comment est-ce que vous les percevez? Moi, je me reconnais bien dans ce qui a été dit. Vous êtes grand-père aussi? Ah oui, grand-père bientôt, 13 fois. Et je voudrais dire, ce que je crois important, c'est quand on est grand-parent, il faut d'abord se rappeler qu'on est parents et beaux-parents. Et ceci est nécessaire pour prendre la distance indispensable par rapport aux petits-enfants. Et la première mission des jeunes grands-parents, c'est une mission auprès de leurs enfants. Mission d'unité et mission de liberté. On parlait tout à l'heure du respect absolu de l'éducation donnée par les parents. Ça a été souligné par vous. Je tiens à le dire aussi en ce qui concerne l'éducation chrétienne. Nous n'avons pas le droit, nous grands-parents, de donner une éducation chrétienne qui serait en contradiction avec ce qu'ont choisi les parents. Est-ce que ces grands-parents ont quand même... Faire ça, de casser l'éducation chrétienne qui est proposée par les parents. Les deux cas de figure sont aussi coupables. Simplement, est-ce qu'ils ont quand même ce rôle de témoin? Alors, ils ont ce rôle de témoin. Ils deviennent témoins et non plus éducateurs, en ce sens que je crois que les grands-parents sont des gens qui s'inscrivent dans la tradition. Je te dis ce que je crois et voilà pourquoi je le crois. Donc c'est le témoignage et non pas l'éducation. Et ça peut être très utile aussi bien pour les petits-enfants que pour les enfants, hein, avec cette grande liberté. Il me semble qu'il y a un deuxième point qui est capital quand on devient grand-parent, c'est que lorsqu'on éduque des enfants, on a autorité. Lorsqu'on devient grand-parent, on passe de l'autorité au service. On devient en fait les serviteurs de ses propres enfants et des petits-enfants. C'est très frappant de voir les réunions quand les enfants reviennent chez leurs parents, comment ils retrouvent un moment d'enfance et ils larguent tout entre les mains des grands-parents qui font tout, qui changent les couches, qui mettent le couvert, qui servent à table, etc. Ça se passe comme ça chez vous? On devient hôtelier. Ouais. Et il faut le faire avec beaucoup d'amour, sinon on s'énerve et on ne comprend pas à quel point c'est un moment délicieux pour les enfants et pour les petits-enfants que d'être reçus avec une grande charité, mais ça demande beaucoup d'abnégation de la part des grands-parents, me semble-t-il. Il faut aussi remarquer que souvent les jeunes grands-parents sont écartelés et qu'il faut trouver un mode de vie parce qu'ils ont à la fois des petits-enfants, ils ont à la fois des parents, les arrière-grands-parents, qui dans bien des cas se représentent une lourde charge parce qu'ils peuvent être en situation de dépendance. Et donc il y a des points d'équilibre à trouver qui ne sont pas du tout faciles à faire. Je dirais enfin... Je ne peux pas m'empêcher de le dire, en tout cas, moi, c'est une découverte extraordinaire, c'est que c'est le temps de la prière en ce qui concerne ces enfants et ces petits-enfants. Je pense que les grands-parents ont un certain temps et qu'il faut cultiver ce désir de la prière d'intercession pour les petits-enfants, dans cette confiance au Seigneur, parce que justement, on n'est plus en charge. Et donc, on peut se livrer à cet acte qui est un acte de charité très grand. Enfin, je terminerai en disant qu'il me semble qu'à l'adolescence, mon petit-fils aîné commence à être proche de l'adolescence, je pense que les grands-parents peuvent aider beaucoup leurs petits-enfants à aimer leurs parents. Comment? Au moment où c'est difficile. De quelle façon? En leur expliquant. En parlant des qualités de leurs parents, les qualités de ton père, les qualités de ta mère, en disant du bien de leurs parents, alors que l'adolescent a du mal à pouvoir dire du bien de ses parents. Pas en disant tu as tort, en disant du bien des parents. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Mais je pense qu'à ce moment-là, le rôle des grands-parents est quelquefois extraordinaire au niveau de la confiance que l'enfant, en difficulté avec le couple parental, il trouve un lieu de parole, le lieu où il n'est pas jugé, où il y a un lieu où personne n'a d'autorité sur lui. Et la position de non-pouvoir des grands-parents me semble quelque chose de tout à fait capital.
Jean Vimido, juste pour terminer, est-ce que vous pensez à un texte d'évangile qui peut inspirer ces grands-parents pour les aider dans cette relation qu'ils ont avec leurs petits-enfants? Non, il n'y en a pas un qui me vient à l'esprit. Il n'y en a pas un exactement qui me vient à l'esprit, non. Merci beaucoup. Et puis signalons également, pour poursuivre cette réflexion sur ces nouveaux grands-parents, un livre, le guide Totus des grands-parents de Marie-Madeleine Martini. C'est aux éditions Sarment du Jubilé. Pas dans l'Évangile, mais chez Saint Paul. Alors, que votre maison soit toujours accueillante, au chapitre 12 de l'Épître aux Romains. C'était le quiz, merci voilà. Jean. On terminera sur cette parole. Merci à tous les trois d'être venus. Et puis, bien sûr, à très bientôt pour un prochain rendez-vous de la famille en question. N'hésitez pas à réagir, à nous adresser vos commentaires à l'adresse que vous voyez sur vos écrans, réaction@kto.tv.com. À la semaine prochaine. Au revoir.